Si vous ne voulez pas que votre photo apparaisse, vous coupez votre caméra. Donc, bienvenue à ce deuxième séminaire, puisqu'on a commencé l'année dernière, ce deuxième séminaire de présentation de la Semaine nationale de la dénutrition. Donc, je vous rappelle qu'on parle souvent d'obésité, de surpoids, etc. Mais on a quand même un sujet qui est très important, c'est la dénutrition des personnes âgées, la dénutrition des personnes précaires, la dénutrition des personnes malades et notamment les personnes qui sont atteintes de cancer. Donc c'est un sujet très important dont ne se préoccupe pas assez. Et donc je remercie le collectif, je remercie les intervenants présents à ce webinaire-là de tout ce qu'ils vont nous montrer. Et puis je rappelle que l'année dernière, on avait fait plein de choses sur la dénutrition. Vous aviez fait plein de choses sur la dénutrition. Cette année, on est un peu plus nombreux au webinaire. J'espère qu'on fera encore mieux sur le sujet de la dénutrition. Donc, je me tais, j'ai fini l'intervention et je passe la parole au prochain intervenant qui va se présenter. Eric. Ah, c'est moi qui commence? D'accord. Oui. Oui, c'est à vous. Eh bien, allons-y alors. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis le professeur Eric Fontaine. Je suis médecin nutritionniste au CHU de Grenoble. Et j'ai créé le collectif de lutte contre la dénutrition en 2016 avec le professeur Agathe Reynaud-Sinon, qui maintenant préside cette association. Alors, diapositive. Qui c'est qui passe les diapos? C'est vous, Alan? Ouais. Oui, Ok. oui, je m'occupe de Très bien. passer les diapos. Parfait. OK. Alors, la dénutrition. La dénutrition, c'est quoi? En fait, la dénutrition, c'est d'abord un mécanisme et après une maladie. Le mécanisme, il est le suivant, il est que quand on diminue nos apports par rapport à nos besoins, en énergie ou en nutriments, il y a un déficit. Et ce déficit, on va le combler en promenant dans nos réserves. Alors les réserves, on en a de deux ordres. Le tissu adipeux, et ça, tout le monde pense qu'il en a trop. Mais surtout, et c'est le plus important quand on est malade, la deuxième réserve mobilisée, c'est les muscles. Et donc, quand on perd du poids, on perd et de la graisse et des muscles, mais en proportion variable. Et en fait, lorsque l'on est malade, c'est-à-dire lorsqu'il y a un syndrome inflammatoire, lorsqu'il faut se défendre contre une maladie, pour des raisons complexes que je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais en fait, on va principalement, dans ce cas de figure, prendre dans nos réserves de muscles. Et donc, la dénutrition, pour nous, c'est quand les gens ont perdu suffisamment de muscles pour que ceci ait des conséquences en termes de santé. Les conséquences, elles sont quoi? Elles sont que quand vous avez moins de muscles et que vous êtes une personne âgée, vous avez plus de chances de tomber. Et donc, si vous avez plus de chances de tomber, vous avez plus de chances de vous fracturer quelque chose. Et c'est souvent une des portes d'entrée fréquentes de la dépendance. Et puis, plus difficile à comprendre, mais absolument parfaitement corrélé d'un point de vue épidémiologique, quand on perd des muscles, on diminue nos défenses immunitaires. Et donc, la dénutrition, dans tous les cas de figure, quand on est vieux, on peut tomber, mais quand on est jeune, on se tient encore debout. Mais par contre, quand on est dénutri, on a une diminution des défenses immunitaires et donc on a un risque accru d'infection, on a plus de complications médicales et on est plus souvent hospitalisé. Et quand on a une maladie grave, le décès arrive plus rapidement que quand on n'est pas dénutri. Et puis bien sûr, ça augmente les coûts de santé. Mais le plus important, c'est donc de comprendre que la dénutrition est une maladie. C'est souvent une maladie secondaire à une première maladie. Et donc, plus on a de maladies, plus on a de chances ou de probabilité d'avoir une autre maladie qu'est la dénutrition. Ce qui explique pourquoi il y a plus de patients, de personnes âgées dénutries, parce qu'elles cumulent plein de pathologies. Mais vous allez voir, la dénutrition n'est pas l'apanage du grand âge. Diapositive suivante. Les critères diagnostiques de dénutrition, maintenant, ils sont connus, hein, c'est les critères pour dire que voilà quelle est la maladie. Il y en a en fait de deux ordres. Un phénotypique, c'est-à-dire un aspect clinique, et puis un étiologique, c'est-à-dire la cause. Alors, l'aspect clinique, il peut être variable, on peut être très maigre, ou on peut être pas forcément maigre, mais maigrir rapidement. Et donc, la perte de poids est un critère important de dénutrition. On considère qu'on est dénutri si on a perdu plus de 5% de son poids en un mois, ou 10% en 6 mois, ou 10% par rapport au poids habituel avant une maladie qui est chronique, hein. Vous perdez 10 kilos, vous êtes dénutri, quel que soit le temps que vous avez. Donc ça, c'est pour les gens, on y reviendra tout à l'heure, qui ne sont pas forcément maigres et qui parfois même sont en surpoids.
Les maigres, eux, on considère qu'ils sont dénutris quand l'index de masse corporelle est inférieur à 18,5 chez les jeunes et 22 à partir de 70 ans. Et puis, quand on n'a pas ni la perte de poids, ni l'index de masse corporelle, on peut, mais c'est plus compliqué, ça demande on va dire des examens complexes, alors que les deux premiers, il suffit de peser les gens. Et donc, il faut mesurer la masse sous la fonction musculaire. Donc ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Déjà, si on avait le poids de tout le monde et l'IMC de tout le monde, ça permettrait de faire beaucoup de diagnostics. Et puis, à côté de ça, pour éliminer les gens qui sont naturellement maigres et qui ne sont pas malades, il faut trouver une cause à cette situation. Et donc, il y a trois causes qui sont retenues et toutes les causes peuvent s'additionner. La première, c'est quand les gens diminuent leurs apports alimentaires. C'est de loin la cause la plus fréquente. Parfois, c'est évident, parfois, c'est un petit peu plus subtil. Donc, il faut un interrogatoire quand même bien précis pour vérifier que les gens mangent, mais mangent moins. Et puis, il y a, chaque fois qu'il y a une pathologie, qu'elle soit aiguë, une pneumopathie par exemple, chronique, une insuffisance d'organes, insuffisance rénale par exemple, ou un cancer en phase de traitement. Et puis, alors ça c'est aussi très fréquent, et puis beaucoup moins fréquent, la malabsorption digestive, ça c'est des maladies assez rares qui font que les gens mangent, mais ils digèrent pas complètement, et donc une grande partie de ce qui est mangé n'est pas absorbé par le corps et finalement se retrouve dans les selles. Et ça, c'est vraiment quelque chose de rare. Donc voilà les critères diagnostiques officiels de la Haute Autorité de Santé pour dire qu'un patient est dénutri. Diapo suivante. Alors, en pédiatrie, ça existe aussi. Alors, en pédiatrie, c'est la même chose, parce que c'est les mêmes étiologies. C'est toujours la perte de poids, pareil, 5% ou 10%, mais ça, c'est vraiment très rare, hein. Les enfants, avant de maigrir, ils arrêtent de grandir. Et donc, il y a la stagnation pondérale. Vous savez qu'il y a des courbes dans lesquelles les enfants se mettent, hein. Donc, dès qu'ils sortent du couloir, de deux couloirs, voilà. Et puis, il y a, c'est un petit peu plus récent maintenant, il y a des courbes, non pas de poids et de taille, mais des courbes d'IMC. Et là, encore une fois, cette courbe, elle s'appelle la courbe IOTF. Il y a une courbe qui finit en fait à 18 ans avec un IMC à 18,5. Et donc, quand on est en dessous de cette courbe-là, on est dénutri. Voilà. Diapositive suivante. Alors, on a vu que les enfants pouvaient être malades. Vous avez vu, c'est 10% des enfants hospitalisés. Quand ils sont hospitalisés, il y en a 10% qui sont dénutris. Mais il y a aussi les personnes en surpoids, voire en obésité, qui peuvent être dénutries. Alors le diagnostic, il est complexe, bien sûr, dans cette affaire-là. Alors soit on a la variation du poids, comme je vous ai dit, 5 ou 10%, et à ce moment-là, c'est parfait. Mais parfois, on n'a pas cette information parce que les gens ne connaissent pas leur poids, ils ne se pèsent pas. Et donc, on peut le voir avec des imageries. Si vous avez des coupes de cuisses avec une IRM ou des coupes de scanner au niveau de l'abdomen. Et pour faire simple, une cuisse, vous voyez, c'est finalement un jambon. Alors, vous voyez, le jambon humain de gauche, il y a beaucoup de muscles et peu de graisse. La graisse, c'est ce qui est blanc. Et puis, le truc blanc au milieu, là, c'est la moelle osseuse, hein. Et l'os, c'est le petite partie noire. Et puis, de l'autre côté, vous voyez quelqu'un qui a une grosse cuisse avec plein de graisse autour, plein de graisse dedans, le muscle, mais finalement un muscle qui est plus petit. Et puis, vous pouvez voir aussi avec le scanner où là, on vous a juste mis en rouge la surface des muscles au niveau de cette coupe qui est la vertèbre lombaire numéro 3. Et vous voyez qu'à gauche, il s'agit de quelqu'un qui a beaucoup de muscles, et à droite, c'est quelqu'un qui a beaucoup moins de muscles, hein. La surface rouge est beaucoup plus petite. Il y a de la graisse, c'est le jaune qu'on voit à l'intérieur du ventre, et puis la graisse autour, on la voit pas forcément, elle est en bleu ici. Donc tout ça pour dire que on parlait tout à l'heure d'obésité ou de surpoids, mais on a le droit, malheureusement, d'avoir la double peine, c'est-à-dire d'être en situation d'obésité avec un poids très élevé, mais beaucoup moins de muscles, donc en fait beaucoup de graisse et très peu de muscles. Dans notre jargon, ça s'appelle l'obésité sarcopénique, et c'est probablement la situation la plus délicate parce que dans l'esprit de tout le monde, quelqu'un qui est en surpoids, s'il mange pas, eh ben, vous te posez la question, 99% des gens vont vous dire, bah, c'est pas grave, il a des réserves. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en fait, il a des réserves de graisse, oui, mais il n'a pas de réserve de muscles. Et donc, c'est des gens comme ça qui, encore dans les hôpitaux actuels, peuvent mourir de dénutrition parce qu'en fait, on n'a pas fait le diagnostic de dénutrition et on s'est arrêté à l'aspect morphotype des patients qui sont en obésité.
Donc ça, c'est vraiment très important de savoir que les deux peuvent exister. Diapositive suivante. Alors, il y en a combien des dénutris en France? Ben, il y en a au moins 2 millions, ça c'est le chiffre officiel retenu par la Haute Autorité de Santé, qui est un chiffre en fait qui procède d'un calcul du nombre de patients qui sont hospitalisés chaque année et de la fréquence de dénutrition dans les hôpitaux. La fréquence des malades dénutris dans les hôpitaux, elle est en moyenne de 30%. Et donc, quand vous appliquez ça sur le nombre de patients qui sont hospitalisés chaque année, c'est à peu près 11 millions, on arrive à 2 millions. J'insiste beaucoup, vous allez voir, on parle toujours de la dénutrition de la personne âgée, mais vous allez voir que la moitié des dénutris, ils ont moins de 70 ans et l'autre moitié plus de 70 ans. Donc, il y a des dénutris à tout âge, y compris donc chez les enfants. Diapositive suivante. Ça, c'est le nombre de remboursements. Alors ça, c'est un chiffre officiel qui vaut ce qui vaut aussi, hein. C'est le nombre d'assurés sociaux en France qui, en 2024, ont eu des compléments nutritionnels oraux. Vous savez, ces petits compléments là, qui sont riches en énergie et en protéines. Et vous voyez qu'il y a eu 1,3 million d'assurés, hein, qui ont été remboursés en 2022. Alors vous voyez que, bien sûr, c'est beaucoup les personnes âgées, mais la médiane, elle est aux environs, on va dire, de 70 ans, hein. Donc là, c'est 65 ans qu'on a mis ici, hein. Donc, en dessous de 65 ans, il y a 1 million de dénutris. En dessus de 65 ans, il y a 1 million de dénutris. Donc, ça touche vraiment tous les âges, même si la fréquence, elle augmente avec l'âge, parce que la polypathologie augmente avec l'âge. Diapositive suivante. Ça, c'est le repérage de la dénutrition quand on est dans un hôpital. C'est un exemple, hein, de séjour. Et là, vous voyez que on a là aussi de la dénutrition à tous les âges, encore plus quand les gens sont âgés, mais encore dans tous les âges. Encore une fois, quand on est hospitalisé, ben, c'est qu'on est malade, quel que soit l'âge. Et quand on est malade, on a le risque de ne pas manger assez. Et puis surtout, vous voyez qu'ici, on a donc des séjours, mais vous voyez que finalement, quand on fait la somme de ce qui est déclaré, hein, eh ben, vous avez 9% des patients qui sont hospitalisés, qui sont déclarés dénutris. Et ça démontre bien quelque chose, c'est que même dans les hôpitaux où on sait qu'il y a au moins 30% de dénutris, ben, finalement, le diagnostic n'est fait que dans un tiers des cas, parce que dans l'esprit de tout le monde, c'est normal, quand on est malade, de maigrir. Alors qu'en fait, c'est peut-être normal, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prendre en charge. La dénutrition pour elle-même, traiter la maladie initiale ne guérit pas à 100% les malades qui sont dénutris. La maladie s'est autonomisée, donc c'est ça qui est important de comprendre aussi. Diapositive suivante. Là, c'est un autre exemple sur une population beaucoup plus courte, hein, mais vous voyez que là, 345 adultes hospitalisés. Dans cette petite cohorte, il y a 64% de patients dénutris. Et il y en a que, encore une fois, un tiers qui est codé, donc qui est remonté au niveau de l'hôpital. Donc vous voyez cette idée que systématiquement, on en perd 2 sur 3 de malades, et donc qui ne sont pas forcément pris en charge. Là, dans cet exemple, ils sont plutôt pris en charge, mais ils ne sont pas codés. Et c'est toujours bête parce que finalement, ça ne nous donne pas le vrai poids de travail que correspond à cette maladie. Diapositive suivante. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, d'accord, c'est une maladie grave, c'est une maladie fréquente, c'est une maladie qui peut tuer, vous allez voir, mais le traitement, il existe. Ici, vous avez une étude qui a été publiée dans le Lancet en 2019, donc ça fait maintenant 5-6 ans, hein, qui prenait tous les hôpitaux suisses de langue germanophone, euh, et puis on prenait tous les patients, sauf ceux qui avaient déjà une nutrition artificielle, et tous ces patients, quelle que soit la maladie, on les a randomisés, hein. Il y a 1000 patients dans chaque groupe et on a simplement fait l'alimentation normale habituelle, hein, c'est les colonnes bleues. Et puis l'alimentation enrichie par un soin diététique avec un diététicien qui vient, qui essaie de comprendre ce que les gens aiment et n'aiment pas, et puis enrichissent le plateau, éventuellement rajoute des compléments nutritionnels oraux. Et on voit qu'en faisant ça, eh bien, il y a plus de gens qui couvrent leurs besoins, hein. On n'arrive pas à 100% de la population qui mange suffisamment, mais en tout cas, il y en a plus, significativement plus en énergie, c'est les colonnes du haut, ou en protéines, c'est les colonnes du bas. Et ça, d'accord, ils mangent mieux, mais qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait qu'il y a moins de complications durant l'hospitalisation, il y a moins de dépendance à long terme, il y a une augmentation de la qualité de vie, mais surtout,
surtout, retenez bien ce chiffre qui est absolument hallucinant, ça diminue la mortalité à 1 mois. Et ça a diminué de 30%. Dans cette étude, il y avait 10% des gens qui étaient morts au bout d'1 mois après cette hospitalisation, hein, quand ils étaient nourris comme en bleu, et seulement 7%. Donc on a gagné 3% sur 10%, un tiers. Voilà. Moi, je vais vous dire, je suis médecin depuis maintenant bientôt 35-40 ans. Des médicaments qui diminuent la mortalité à 30 jours, eh ben, en dehors des antibiotiques et des médicaments de réanimation, on va dire, eh ben, il n'y en a pas. Hein, il n'y en a pas beaucoup. On prend toute sa vie des médicaments pour peut-être avoir des maladies beaucoup plus tardives. Là, c'est à 30 jours. Donc, c'est vraiment super important de comprendre que le soin nutritionnel, hein, que l'alimentation dans cette affaire-là, c'est un médicament. Les Américains, ils disent food is medicine, et c'est quelque chose de vraiment très important. Ce n'est pas une thérapeutique médicamenteuse, mais c'est une thérapeutique au moins aussi efficace que beaucoup de médicaments. Diapositive suivante. Et bien maintenant, je vais passer la main à Alan. Je resterai là en écoute si mes consultations ne viennent pas un peu trop. Et donc, si vous voulez me poser des questions en fin de présentation, il n'y a pas de problème. Voilà, Alan, maintenant c'est à vous. Merci beaucoup, Eric. Donc, je m'appelle Alan Fossani, je suis coordinateur de la Semaine nationale de la dénutrition et je vais vous expliquer en détail ce qu'est la mobilisation, si vous la connaissez pas, et puis comment vous pouvez y participer, comment vous pouvez y contribuer et quels sont les outils qu'on peut vous proposer pour vous accompagner dans cette mobilisation. Donc, la semaine de la dénutrition, c'est une semaine qui existe depuis 2020. Donc là, on va entrer sur la 6e édition en 2026. Je voudrais peut-être, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, refaire un petit retour, une petite rétrospective sur l'édition précédente de 2025, pour la simple et bonne raison que ça a été la meilleure édition depuis l'existence de la Semaine nationale de la dénutrition. On a eu plus de 3200 organisations hein, qui ont porté encore plus de projets, ce qui a représenté au total plus de 20 000 actions, et on estime qu'il y a à peu près 1 million de personnes qui ont été touchées par les actions et qui ont été sensibilisées à la dénutrition l'année dernière. Au total, on a envoyé plus de 2000 kits de communication et ça représente 1,5 million de flyers distribués sur l'ensemble du territoire et métropolitain et ultramarin. Alors pourquoi je vous montre ces chiffres? Eh bien, tout simplement pour vous parler et vous montrer qu'il y a qu'il y a un réel engouement, que la semaine elle a réussi à générer un véritable mouvement citoyen depuis ces années, et donc que c'est un sujet qui concerne et qui touche énormément de personnes, énormément d'établissements, énormément de patients, etc. Et qu'on a besoin vraiment de se mobiliser. Donc nous, on est évidemment ravis hein, de cette progression aussi rapide de la mobilisation et on espère qu'elle continuera à s'accentuer au fur et à mesure des années. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'est la Semaine nationale de la dénutrition? Quelle forme elle prend? Eh bien, en fait, c'est d'une part une semaine d'action dans toute la France avec des acteurs du médico-social et du sanitaire, bien entendu. Il y a en effet beaucoup d'EHPAD et beaucoup d'hôpitaux ou de cliniques qui font et qui ont très bien identifié ce qu'est la dénutrition et qui font beaucoup d'actions à l'occasion de la semaine. Mais il y a aussi plein d'autres secteurs qui s'engagent dans cette semaine. Je pense par exemple au secteur de la restauration collective, je pense au secteur de l'aidance également qui est actif, je pense au secteur je pense au secteur des maladies neurodégénératives. Enfin, il y a vraiment beaucoup de secteurs qui se mobilisent pour la semaine et ça donne du coup un mouvement assez hétérogène. La semaine, elle a lieu traditionnellement au mois de novembre. Cette année, elle est prévue pour durer du 16 au 22 novembre 2026. Et donc, comme je le disais, vous pouvez y prendre part que vous soyez en France métropolitaine ou en France ultramarine. Alors, la Semaine nationale de la dénutrition, elle est soutenue par un certain nombre d'acteurs d'acteurs publics et par le pouvoir public. On est massivement soutenu et financé par les acteurs, des entités du ministère de la Santé, mais aussi par l'assurance maladie, par l'assurance retraite et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA. La dénutrition, c'est une maladie qui est historiquement très peu représentée, qui
qui n'est pas énormément et qui était encore moins avant saisi par les pouvoirs publics. Et on a pu quand même voir dans le dernier programme national nutrition santé, le PNNS 5, qu'elle commence à prendre plus de place. Elle a été mentionnée davantage que dans le programme national nutrition santé précédent et encore plus que le précédent. Donc ça, on en est absolument ravis également. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a quand même encore besoin de mobilisation. Et la semaine, en fait, elle s'adresse, je vous en ai parlé un peu plus tôt, mais à vraiment tous les acteurs, enfin tous les acteurs qui souhaitent s'engager dans la semaine. Je l'ai dit un peu plus tôt, mais on a beaucoup d'établissements médico-sociaux, donc que ça soit des EHPAD bien entendu, mais aussi des résidences autonomie ou des foyers spécialisés, des établissements de santé, hôpitaux, cliniques, etc., qui s'engagent. Mais on a aussi donc des entreprises. L'année dernière, on a eu beaucoup d'entreprises du secteur de la restauration collective. On a aussi des associations qui s'engagent à nos côtés. Donc ça peut être soit des associations sous forme de fédérations, ça peut être des unions, au contraire, ça peut être des associations plutôt de proximité. Enfin, c'est vraiment très très large. On a également les professionnels du premier recours qui commencent à se mobiliser de plus en plus. Donc là, ça va surtout euh, cette catégorie, elle regroupe surtout les pharmaciens, euh, les médecins généralistes, voilà, enfin euh, tous les professionnels qui sont en première ligne et qui sont assez importants finalement puisque ils sont eux qui côtoient le plus le grand public, hein, la population générale. Et donc, c'est assez important pour nous de réussir à faire se mobiliser ces professionnels pour qu'ils puissent vraiment parler et sensibiliser à la dénutrition auprès du plus grand nombre. Et puis, alors, quelles actions vous pouvez mener? Eh bien, il y a vraiment autant d'actions qu'il n'existe d'acteurs, hein, quasiment, mais vous avez des actions de dépistage qui sont proposées. Donc, ça peut être, par exemple, des exercices de préhension pour mesurer la force. Vous avez beaucoup d'actions de communication qui sont menées à l'occasion de la semaine. Donc les actions de communication, c'est assez simple, hein. Ça consiste à distribuer des flyers depuis un stand dans un hall. Ça peut même être affiché dès les affiches officielles de la semaine. Ça peut être une campagne de communication numérique. Voilà, enfin c'est très large et pareil, ça demande une quantité minimum de ressources. Vous pouvez aussi faire de la sensibilisation à travers des réunions, des conférences, des colloques à plusieurs échelles, de la formation auprès des professionnels et vous pouvez également mener des actions pendant les repas. Donc ça peut être des ateliers culinaires. Vous allez mobiliser les résidents ou les patients d'un établissement pour confectionner une recette enrichie par exemple. Donc vraiment les actions sont très très larges et puis moi ce que j'aimerais faire passer comme message c'est que toutes les actions en fait sont bonnes pour sensibiliser. Ne vous censurez pas parce que vous estimez ne pas avoir suffisamment de ressources ou que vous imaginez que votre action n'est pas suffisamment importante. Vraiment, toutes les actions sont bonnes à prendre et pensez bien à les déclarer sur la plateforme de labellisation du collectif pour qu'on puisse vous recenser. Et l'autre message aussi que je voudrais faire passer, c'est que ces actions ne sont pas nécessairement euh, ne seront pas obligatoirement cantonnés à la semaine nationale de la dénutrition. Si vous faites des actions un petit peu avant ou un petit peu après pour des raisons, pour des contraintes de temps ou autres, eh bien, pensez à les déclarer quand même. Ça fera bien entendu partie des actions menées pendant la semaine. Enfin, en tout cas, on les comptera telles quelles. Alors pourquoi s'engager? Ben, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais si vous vous engagez dans la Semaine nationale de la dénutrition, vous prenez part à une mobilisation hein, qui concerne un vaste réseau, plusieurs milliers d'acteurs, parce que c'est une maladie qui touche au moins 2 millions de personnes, et on l'a vu, le professeur Eric Fontaine on a parlé, mais ce nombre est très certainement sous-estimé. Pour se former sur un sujet qui peut toucher aussi toutes les tranches de la population, hein, vraiment ça va de l'enfant à la personne âgée en perte d'autonomie. Et puis pour participer aussi à la prise de conscience du grand public autour des enjeux de la dénutrition. Parce que la dénutrition reste encore, nous c'est ce qu'on aime bien appeler une maladie silencieuse. C'est une maladie qui reste encore trop sous les radars et euh, qui n'est pas connue à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Alors, au-delà de cette mobilisation générale,
vous pouvez également prendre part à des opérations thématiques qui sont proposées par le collectif pour sensibiliser sur des sujets phares de la lutte contre la dénutrition. Je vais vous prendre l'exemple de l'opération Cuisine ouverte. Alors l'opération Cuisine ouverte, c'est une opération qui existe depuis 2 ans maintenant et que le collectif lance à l'occasion de la semaine. L'opération Cuisine ouverte, elle a pour objectif de mettre en avant le savoir-faire des cuisines collectives et leur rôle dans le soin qui est accordé au repas, leur rôle aussi dans l'enrichissement et dans la confection des plats pour personnes en situation de dépendance ou pas, ou pour personnes âgées. Et l'objectif de cette opération, c'est vraiment de pouvoir vous proposer des ingrédients, des recettes, que vous puissiez ensuite les reproduire, si possible en mobilisant des résidents, et que vous puissiez ensuite nous les transmettre. Alors cette opération, elle s'adresse principalement aux EHPAD hein, et aux résidences autonomie, et vous pouvez y participer de 2 manières. Soit vous y participez en tant que participant simple à l'opération, c'est-à-dire qu'à la fin du mois de juin, on va communiquer sur 2 économas, un économa sucré et un économa salé. Vous en choisissez un, et puis vous pouvez confectionner une recette à partir de ces économas pendant la semaine de la dénutrition. Une fois que vous avez fait votre recette, eh bien, n'hésitez pas à nous transmettre les photos. Bien entendu, on les réutilisera après nous pour la synthèse et pour le bilan de la semaine. Et ces photos-là, vous pouvez également les publier de votre côté. Et l'autre façon de participer, c'est de participer au concours Cuisine ouverte. Donc c'est le même principe, hein, vous allez vous appuyer sur des économas sucrés ou des économas salés. Vous allez pouvoir publier les photos vous allez publier les photos ensuite sur les réseaux sociaux et les envoyer au collectif, et également nous transmettre une fiche technique qui détaillera l'enrichissement nutritionnel, donc l'enrichissement en protéines et puis en calories des ingrédients et des plats. Et à la suite de la réception de ces fiches, hein, qui feront office de candidature, il y a un jury qui se réunira et qui décernera 6 prix, 3 prix pour 3 lauréats côté recettes salées, et puis 3 prix, 3 côté lauréats côté sucré. Et les gagnants hein, se verront remettre les prix euh, en présentiel lors d'un congrès auquel ils seront invités à Tours en avril 2027 euh, prochain. Donc voilà, ce concours-là, il a vraiment vocation à mettre en avant le savoir-faire, mais aussi à impliquer les résidents, à impliquer aussi, pourquoi pas, les proches et les équipes dans la sensibilisation à l'alimentation et au repas. Et puis, une autre opération thématique que l'on mène conjointement avec un des partenaires historiques du collectif qui est Ciel Bleu, c'est l'opération Petit Pas Grande Victoire, tous unis contre la dénutrition. C'est une opération qui met en avant l'activité physique adaptée, qui est un vrai levier hein, de prise en charge et de lutte de prévention contre la dénutrition. Et cette opération, elle est à l'origine de dizaines de milliers d'heures de séances d'activité physique adaptée qui sont dispensées pendant la semaine et qui sont aussi adossées à des messages de sensibilisation. Hein, les animateurs et les éducateurs sportifs de Ciel Bleu connaissent très bien le sujet. Et donc voilà, nous on est absolument ravi de l'ampleur de cette opération. Et l'activité physique adaptée, c'est aussi un type d'action que vous pouvez mener chez vous en impliquant donc vos résidents et puis en concevant, en mettant sur pied une session une session d'appât. Donc, si vous choisissez de vous engager d'une façon ou d'une autre sur ces thématiques, eh bien, pensez à les déclarer sur la plateforme, à les enregistrer pour qu'on puisse bien les recenser, et notamment sur la carte de France des actions de la semaine de la dénutrition. Alors, je vous ai mis quelques photos des lauréats du concours Cuisine ouverte. Enfin, pas que des lauréats, mais des participants en réalité. Donc, vous voyez, hein, ça donne de très belles choses. Vous l'aurez compris en regardant les photos, mais la semaine dernière, le thème était le chou sucré et le chou salé. Donc, on a eu de très belles réalisations de choux farcis au saumon, de choux qui imitaient la forme de la citrouille, etc. Enfin, en général, ça donne de belles réalisations. Et vous voyez, on a eu une trentaine de participants
participants au concours et plus de 900 projets d'action labellisés cuisine ouverte. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde et on espère qu'il y en aura encore plus cette année. En plus de ça, en plus de ces 2 opérations que je vous ai présentées, le collectif élabore un programme de webinaire thématique qui, qui fait venir les meilleurs professionnels nationaux sur chaque enjeu de la dénutrition. Enfin, pas tous, mais une grande partie des enjeux de la dénutrition. L'année dernière, on a par exemple parlé de dénutrition et de santé mentale. On a parlé d'alimentation et de fin de vie. On a parlé de troubles de la déglutition et des risques que cela peut engendrer et en termes et des risques nutritionnels que cela peut engendrer. On a parlé d'enjeux éthiques de la nutrition, on a parlé de santé bucco-dentaire et de la dénutrition. Et donc ces webinaires-là, ils sont bien entendu à l'égide du collectif, mais ils sont aussi le fait de collaboration entre les différents partenaires du collectif. Par exemple, les troubles de la déglutition, le webinaire sur les troubles de la déglutition a été fait avec la Fédération nationale des orthophonistes. Donc c'est vraiment un programme très large qui est ouvert à tous et à toutes. Il y a vraiment la possibilité pour tout un chacun de s'inscrire. Ces webinaires-là sont vraiment des mines d'or, hein, puisqu'il y a beaucoup d'informations qui sont données et ça vous permet vraiment d'avoir une vision globale des enjeux de la dénutrition. Donc pour vous inscrire à ces webinaires, eh bien, il suffit simplement de suivre les actualités du collectif de lutte contre la nutrition sur son site. Et puis vous pouvez également vous abonner à la page LinkedIn pour recevoir les informations concernant les actualités. Je vous ai remis ici le programme de la semaine 2025. Vous pouvez voir les cases en bleu, hein, qui sont les webinaires qui ont été donnés. Donc vous voyez, on avait par exemple un webinaire le lundi avec France Alzheimer sur la maladie d'Alzheimer et la nutrition, quelles sont les croyances et quelle est la réalité. C'était un format un peu interactif, c'était un format live. On a eu un webinaire sur la dénutrition et le cancer. On a eu un webinaire avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse sur les liens entre nutrition et santé mentale. Vous voyez, c'est vraiment très large et ça a attiré beaucoup de personnes puisqu'on a eu plus de 6000 inscrits au webinaire. Et sachez que vous pouvez retrouver tous ces webinaires sur la chaîne YouTube du collectif. En plus de ça, pour aller encore plus loin dans la valorisation du secteur de la restauration collective, le collectif a décidé de concevoir avec l'aide d'une multitude de parties prenantes le label établissement gourmand, qui est donc un label qui s'adresse aux EHPAD et aux résidences autonomie et qui a vraiment pour ambition de mettre en avant les équipes, les cuisines collectives qui accordent une attention toute particulière à la qualité de l'alimentation, avec voilà l'idée de réconcilier gastronomie et cuisine collective. Donc le principe du label, hein, c'est que les établissements qui souhaitent participer envoient un dossier de candidature qui sera ensuite étudié et parmi ces candidatures étudiées, il y en aura certaines qui seront sélectionnées pour que des chefs puissent auditer les établissements en suivant un cahier des charges qui suit 4 axes principaux que sont la restauration, la nutrition, la maîtrise des arts culinaires et la qualité des produits. Et puis alors si les critères, hein, de ce cahier des charges sont remplis, les établissements pourront se voir décerner le label établissement gourmand, ou alors pour ceux qui sont dans une démarche, ils recevront aussi un label intermédiaire. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'actions, hein, qui sont menées pour favoriser le secteur, pour favoriser le rôle de l'alimentation, puisque bien entendu, on en a déjà parlé plus tôt, mais c'est essentiel dans la prise en charge et dans la prévention de la dénutrition. Alors maintenant, je vous ai présenté un petit peu de manière thématique ce qui aura lieu pendant la semaine. Je voudrais rentrer un peu plus dans le détail, dans des détails plus pratiques autour de la plateforme de commande et de labellisation. Alors, pour ceux et celles qui ne sont pas habitués ou qui n'ont jamais participé à la semaine, vous connaissez peut-être pas, je pense que vous ne connaissez pas la plateforme. Et cette plateforme, c'est vraiment la plateforme officielle de la semaine de la dénutrition. Puisque à travers cette plateforme, vous allez pouvoir vous inscrire, vous allez pouvoir déposer vos actions et demander la labellisation de celle-ci avec le logo officiel de la Semaine nationale de la dénutrition. Et surtout, c'est à travers cette plateforme que vous allez pouvoir commander vos kits de communication, vos flyers, vos affiches et vos badges éventuellement.
Donc cette plateforme, nous, elle a 2 intérêts, hein. Le premier, c'est, de vous laisser en autonomie, de vous laisser la possibilité de personnaliser vos actions et vos commandes. Et puis, c'est surtout une, plateforme qui nous permet de mesurer, d'avoir des métriques, d'avoir des données quant à la mobilisation, quant à son ampleur et ainsi que les typologies, hein, de participants, à la semaine. Alors, avant de vous parler un peu plus en détail de la procédure d'inscription, de dépôt et de commande des kits de communication, je voudrais attirer votre attention sur la date butoir de commande des kits de communication qui cette année a été fixée au 25 septembre. C'est-à-dire que vous avez entre aujourd'hui et le 25 septembre pour vous inscrire sur la plateforme, pour déposer votre action. Euh, alors, l'action, vous pourrez y revenir après, mais vous devez déposer une action pour pouvoir commander les kits. Et vous avez jusqu'au 25 septembre pour personnaliser vos kits de communication, vos commandes et, et, euh, et les recevoir. Alors pourquoi le 25 septembre alors que la semaine commence le 16 novembre? Eh bien parce qu'en fait, il y a un délai assez long de routage et d'impression des kits de communication qu'on doit prendre en compte pour que vous puissiez les recevoir quelques jours, 2 semaines avant le début de la semaine de la dénutrition. Alors, le principe de la plateforme, il est assez simple. C'est, une plateforme qui se décompose en 3 parties. La première partie, c'est la partie inscription. Donc si vous n'avez pas participé à la semaine nationale de la dénutrition, vous allez saisir votre numéro SIRET et ensuite vous allez, pouvoir, détailler qui vous êtes, votre historique de participation, et d'autres détails, d'autres informations qui vous seront demandées. Une fois que vous aurez rempli ces informations-là, eh bien, vous n'aurez plus à le refaire une deuxième, vous ne saurez plus à le refaire. Votre numéro SIRET sera votre identifiant pour accéder à la plateforme. Et donc, vous passerez ensuite sur l'espace de dépôt des actions. Où vous avez un questionnaire assez court, hein, pour savoir en quoi consiste votre action, combien de personnes elle va toucher, quand est-ce que vous comptez la faire, etc. Et puis, une fois que vous avez demandé la labellisation de vos actions, eh bien, vous pourrez avoir accès à l'espace de commande des kits de communication. Et cette année, il y a plusieurs outils qui sont disponibles à la commande. Vous avez donc des flyers thématiques que je vais vous présenter un peu après, le flyer d'autodépistage par AD, un flyer qui accompagne la prescription et la délivrance des compléments nutritionnels oraux, un carnet de suivi de poids en oncologie, une affiche pour la restauration collective, les badges de la semaine nationale de la dénutrition, et puis, et c'est le nouveau-né 2026, vous aurez aussi la possibilité de commander le flyer d'aide au dépistage des troubles des conduites alimentaires, qui s'adresse un peu plus aux professionnels qu'au grand public, mais qui sera également disponible sur la plateforme. Alors, pour la procédure, donc, je vous l'ai déjà un petit peu présentée, mais elle est assez simple. Pour vous inscrire, si vous n'avez pas déjà effectué votre inscription l'année dernière, vous saisissez votre numéro SIRET et les informations qui vous seront demandées. Elles ne vous seront demandées qu'une fois. Et ensuite, vous pourrez revenir sur votre plateforme en saisissant votre numéro SIRET et arriver directement sur l'espace de dépôt des actions. Vraiment, votre numéro SIRET, c'est votre identifiant. Vous pouvez tout à fait vous enregistrer dès maintenant avec votre numéro SIRET et revenir sur la plateforme pour déposer vos actions et commander vos kits ultérieurement. Ça, c'est complètement possible. Une fois que vous êtes enregistré et que vous avez mûri votre action, eh bien, vous cliquez sur Nouvelle action et vous en saisissez les détails. Et vous allez ensuite recevoir un mail de confirmation d'enregistrement à l'adresse celle-ci. Et vous recevrez par la suite un mail de labellisation de votre action une fois que celle-ci aura été validée. Et vous pourrez utiliser à ce moment le logo officiel de la Semaine nationale de la dénutrition. Alors, de manière générale, la grande majorité, la plupart des actions sont labellisées. Le seul point d'attention, c'est le caractère éventuellement promotionnel ou commercial de certaines actions. Ça, on ne peut pas les labelliser, ça va à l'encontre des cahiers des charges du ministère. Donc voilà, à part cette configuration d'action, tout le reste des actions seront labellisées. Si elles concernent la dénutrition, bien entendu. Et n'oubliez pas que vous avez la possibilité de modifier votre action à tout moment jusqu'au 20 novembre. Donc là, on laisse vraiment une grande latitude. Et pourquoi le 20 novembre? Parce que c'est quasiment le dernier jour de la semaine de la dénutrition. Eh bien, parce qu'on s'est aperçu que certaines équipes d'un établissement réalisant des actions pendant la semaine donnent envie à d'autres services ou d'autres équipes d'en faire. Et que et on a vu, hein, des actions
arriver le jeudi de la semaine nationale de la dénutrition et on souhaite vraiment mettre en avant l'ensemble de la mobilisation, d'où le choix de l'ouverture de cette date. Voilà, et donc pour commander vos kits, eh bien, une fois que vous aurez déposé votre action, vous cliquez sur passer aux commandes. Vous sélectionnez les kits, les outils que vous souhaitez recevoir. Ça a un peu la forme d'une boutique, c'est assez bien fait. Et ensuite, vous les commandez en mettant, s'il vous plaît, le plus d'informations possible pour le bon déroulement de la livraison de ces kits. Alors, quels sont les outils qui sont disponibles à la commande? Il y a de nombreux outils qui sont disponibles. Je vais vous les présenter et je vous présenterai ensuite les outils complémentaires que vous pouvez mobiliser, d'ores et déjà utiliser et que vous pouvez même utiliser au cours de l'année. Les outils qui sont disponibles à la commande, bon, je vais commencer par ceux qui sont peut-être les plus connus. Les trois types de flyers de sensibilisation. Donc, vous avez le flyer grand public, le flyer soignant, le flyer acteur du domicile, qui sont en fait des flyers adaptés à leur cible. Globalement, dans ces flyers, vous allez retrouver des définitions de la dénutrition, les signaux qui doivent alerter, et puis comment la prendre en charge, quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les bons comportements à avoir. Donc, en fonction du public cible, il y a du jargon un petit peu, un plus ou moins médical. Je vous invite, si vous voulez avoir plus de détails sur ces flyers, à aller les consulter sur l'Académie des nutritions dont je vais vous parler juste après. On a aussi le flyer Falk, donc le flyer en facile à lire et à comprendre, qui est en fait la traduction stricto sensu du flyer grand public. Le flyer Falk, il permet à des personnes qui ne parlent pas correctement français pour quelque raison que ce soit, de comprendre avec un système de pictogrammes assez facilement ce qu'est la dénutrition, comment on reconnaît une personne dénutrie, quels sont les risques et comment éviter la dénutrition. Donc c'est assez bien fait, c'est très visuel et ça permet vraiment de faire passer des messages clés. Et ce flyer Falk, il est intégré d'office dans les commandes de kit de communication. Vous avez aussi le flyer Paradé, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Alors le flyer Paradé, c'est un outil qui est très plébiscité puisque il y a vraiment, puisque c'est un tout petit format et que c'est un outil qui est très simple, hein, qui peut être facilement distribué ou posé sur une table dans une salle d'attente. Et en fait, à l'aide de 4 questions, ce flyer permet d'estimer le risque nutritionnel encouru par une personne. Donc, en fonction de la somme de pictogrammes que la personne qui utilise le parade reçoit, eh bien, elle pourra se positionner et savoir si oui ou non elle devrait plutôt consulter un médecin. Donc voilà, donc c'est à l'occasion d'être ça a l'avantage d'être très simple, d'être très rapidement aussi utilisé. Et il fait aussi partie du kit de base que vous allez recevoir pendant vos commandes. Vous avez également la possibilité de rajouter le carnet de suivi de poids en oncologie, qui est un outil qui permet aux patients de mesurer l'évolution du poids dans le temps et mesurer le risque de dénutrition encouru. Vous avez également l'affiche restauration collective, hein, euh, qui, euh, qui se destine donc plutôt au secteur de la restauration collective et qui dispense des conseils assez simples aux professionnels pour faire du repas un soin à part entière et qui explique aussi l'importance du repas comme soin et comme temps avec les résidents ou les patients. Et puis, vous avez aussi les badges officiels de la semaine nationale pour les professionnels et le grand public qui sont également disponibles à la commande et que vous pourrez utiliser lors de la semaine. Il y a aussi les nouveaux outils disponibles à la commande, donc la fiche d'aide à la prescription des compléments nutritionnels oraux pour les médecins et la fiche d'aide à la délivrance pour les pharmacies. L'objectif de ces outils qui ont été créés il y a un an, c'est vraiment de donner des bonnes pratiques sur la prescription et la délivrance de CNO. Donc, quelle est la bonne temporalité à suivre? Comment interagir avec les patients qui viennent récupérer les CNO et puis une fiche pense bête aussi qui remet un petit peu qui redonne les équivalences protéino-énergétiques par produit.
Donc ces fiches-là, elles ont été fortement plébiscitées. Sont vraiment des fiches pense bêtes et qui du coup permettent aussi de euh, euh, sensibiliser à la dénutrition auprès des professionnels du premier recours, ce qui est un de nos objectifs, comme je vous le disais un petit peu plus tôt. Voilà, alors là, je vous ai remis la répartition des commandes en 2025. Vous voyez que le flyer parade et le flyer soignant, ainsi que le flyer aidant aide à domicile ont été massivement commandés et que les autres outils un peu plus nouveaux mettent encore un petit peu de temps à être appropriés. Voilà, donc maintenant que je vous ai parlé des outils qui seront disponibles à la commande, vous pouvez tout à fait compléter vos actions avec le reste des outils qui sont mis à disposition par le collectif. Ceux-ci le sont en version numérique. Vous avez bien entendu les guides d'action euh, qui, euh, qui sont en fait euh, des, des, des recueils de conseils, de bonnes pratiques pour d'une part participer à la semaine de la dénutrition, mais aussi pour instaurer des routines, enfin qui proposent d'instaurer des routines et qui donnent des conseils pour repérer la dénutrition dans des contextes qui sont très différents. Vous avez des guides d'action à destination des résidences autonomie, de l'hôpital, des EHPAD, pour les personnes en situation de handicap, pour les proches aidants, pour les personnes atteintes du cancer, etc., etc. Donc ce sont des outils qui sont disponibles aussi hein, sur le site du collectif et que vous pouvez retrouver et puis feuilleter comme vous le souhaitez. Donc voilà, ces guides d'action ils sont plus complets, plus étoffés que les flyers et ils permettent vraiment de donner un aperçu global et général de ce qu'est la dénutrition. En 2024, on a développé avec la CNAV une campagne de communication en ligne qui visait plutôt les aides à domicile. Ces affiches-là, que vous pouvez aussi retrouver et télécharger et diffuser si vous le souhaitez, elles jouaient sur plusieurs indices, plusieurs signaux qui peuvent indiquer qu'une personne encourt un risque de dénutrition. Donc, vous voyez, on parle par exemple du contenu du frigo, de la taille des vêtements, du temps passé au lit, de la montée des escaliers. Voilà, donc ça, ce sont des affiches qui sont assez percutantes, qui ont été conçues dans cet esprit et que vous pouvez aussi réutiliser et repartager. On a également créé l'année dernière, ou en 2024, non, 2024, je crois. Une vidéo en motion design de Paul, donc un retraité dénutri. Et cette vidéo, elle met en scène Paul dans des situations du quotidien elle permet vraiment de présenter de manière assez ludique les symptômes, les signaux d'alerte de la dénutrition et comment ça se traduit concrètement dans le quotidien. Donc on voit par exemple Paul en train être attablé avec sa famille, on voit Paul en train de faire des exercices de renforcement musculaire. Enfin, voilà, c'est assez ludique et puis ça se diffuse très bien sur une télé où voilà, ça se présente et ça se projette, ça se montre très bien également. Et vous pouvez retrouver, bien entendu, cette vidéo sur les sites du collectif. Alors, je vous ai parlé de l'Académie de la lutte contre la dénutrition. C'est vraiment notre plateforme qui centralise toutes les ressources pour s'informer sur la dénutrition et trouver plein d'outils, que ce soit des rapports, que ce soit des replays ou autres. Vous allez vraiment trouver beaucoup de ressources dessus. Vous pouvez filtrer en fonction de ce que vous recherchez, du public cible. Voilà, et vous avez donc je vois par exemple ici des podcasts, mais vous avez aussi des recettes de cuisine si vous souhaitez vous en servir pour participer à la semaine. Voilà, c'est vraiment très très large et je ne peux que vous inciter à consulter cette académie. Voilà, alors j'arrive à la fin de ce que je voulais vous dire. Si vous voulez suivre les actualités du collectif, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur LinkedIn et à suivre le collectif de lutte contre la nutrition. Le nom, hein, s'écrit tel quel sur LinkedIn. Et puis vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter en vous rendant sur le site www.luttecontrenutrition.fr et puis saisir votre adresse mail et vous recevrez toutes les communications du collectif qui sont quasiment les mêmes que sur LinkedIn. Donc, que vous soyez sur LinkedIn ou via la newsletter, pardon, vous recevrez le même niveau d'information. Voilà, donc j'ai fini de vous présenter ce que je souhaitais vous présenter. On va laisser maintenant la place aux questions.
Donc n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Si vous voulez revenir sur une partie ou si vous avez des questions à poser sur euh, votre participation à la semaine ou sur d'autres outils, n'hésitez pas. Alors, pour vous répondre, oui, il y aura un replay qui sera disponible euh, et le PPT de présentation vous sera également communiqué. Alors, bonjour, où pouvons-nous commander les brochures? Eh bien, je vais vous mettre le lien, mais toutes les brochures et les actions sont à déposer sur la plateforme officielle de la Semaine nationale de la dénutrition, dont je vais vous envoyer le lien. Alan, il y a quelqu'un qui nous dit que le site ne fonctionnerait pas. Alors, je vais regarder, mais euh, alors, est-ce que vous pouvez peut-être préciser ce que vous voulez dire? Parce que là, le site fonctionne, en tout cas sur mon ordinateur, il fonctionne bien. Je vais vous remettre le lien du site. Ouais, moi, je suis allé sur pour l'inscription, hein, ça marche, hein, il suffit de mettre son numéro SIRET, hein. Donc, Oui. a priori, ça marche. Et numéro SIRET, si vous ne connaissez pas, hein, vous tapez le nom de votre établissement, vous mettez SIRET, vous le trouverez, Google, vous les connaissez tous, hein. Euh, donc, je vais aller sur le site. Ouais, non, non, ça marche, je confirme. En tout cas, sur mon ordinateur, ça marche. Et sur le site, vous pouvez aller dans l'onglet S'inscrire et vous allez arriver sur la page de présentation de la plateforme 2026. Et à partir de cette page-là, vous pouvez également euh, vous inscrire via la plateforme, soit directement via le lien, soit via l'onglet S'inscrire du site du collectif. Alors, il y a une question qui est intéressante. Une fois inscrit, pouvons-nous créer plusieurs actions? Faut-il tout centraliser sur une grande opération? Exemple, je suis dans un hôpital et nous allons faire des actions de sensibilisation des usagers auprès des résidents, auprès des patients, mais aussi auprès des soignants pour identifier les signes chez les patients et résidents. Bref, plusieurs actions différentes. Alors, vous avez plusieurs manières de faire, enfin, vous avez deux manières de faire. Soit vous faites une action différente soit vous saisissez autant d'actions que vous n'en effectuez en réalité sur la plateforme et du coup, on va venir valider toutes vos actions une par une. Soit vous saisissez une grosse action et vous allez pouvoir détailler le jour, la date et l'heure de ces sous-actions. Simplement, vous ne pourrez pas donner autant de détails sur ces sous-actions que si vous faites à chaque fois une action sur le site par sous-action. Mais les deux Mais sont possibles. Alan, avec le même numéro SIRET, on va pouvoir faire plusieurs actions différentes, ou ça va Ah pas oui, nous oui, ramener sur le complètement. truc. Ah oui, oui, D'accord, complètement. d'accord. Oui, oui, en fait, le numéro SIRET, c'est vraiment un identifiant unique qui vous permet et de passer commande et de déposer tout autant d'actions que vous souhaitez en déposer. Et ce numéro SIRET, on le récupère d'année en année. Donc en fait, si vous avez utilisé votre numéro SIRET pour vous inscrire, eh bien vous pouvez le réutiliser et redéposer des nouvelles actions pour 2026 sans aucun souci. Il n'y a pas besoin, voilà, de, y a pas besoin de refaire la procédure à chaque fois. C'est vraiment comme un identifiant, en fait, hein, comme si vous saisissiez votre adresse mail pour vous connecter quelque part. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, il nous reste encore quelques minutes.
Je vais vous mettre également dans le chat le lien vers les ressources publiques du collectif. Donc, ces ressources publiques, ce sont les guides d'action, ce sont les flyers que je vous ai présentés, mais ce sont aussi des visuels de communication, des textes de communication de la semaine. Si vous voulez diffuser l'information autour de vous, on vous met à disposition des kits de communication que vous pouvez utiliser sur vos réseaux, sur vos sites internet, sur LinkedIn, etc. Et vous retrouverez également toutes les ressources que vous pouvez, si vous le souhaitez, imprimer également. Ah, et alors, l'histoire du lien, en fait, le lien d'inscription à la newsletter qui fonctionnerait pas. Euh, On va voir ça. oui, je vais regarder. Alors, ah oui, oui, en effet. Oui, en effet, il est un petit peu cassé. C'est pas très dur à rétablir. Vous pouvez revenir sur le site demain, ça sera bon. Et en attendant, vous pouvez déjà suivre le collectif sur LinkedIn. Vous aurez le même niveau d'information sur LinkedIn que sur la newsletter. On est en train de travailler à la refonte du site du collectif. Donc, il y a des petits tests qui sont faits par-ci, par-là. Ça peut expliquer pourquoi le lien ne fonctionne pas. Oui, pour l'histoire des structures, là, il y a deux structures. Donc, a priori, il y a deux numéros SIRET, hein. J'avais vérifié que chaque fois que il y a deux structures, alors il peut y avoir une structure administrative avec un numéro SIRET, mais quand vous précisez le lieu exact, le numéro SIRET, il est bien spécifique. Donc, si vous avez deux structures, et ben, vous faites a priori avec deux numéros SIRET différents, Oui, même si c'est la même, exactement. même si c'est la même, comment dire, la même action que vous faites, hein. Vous faites un copier-coller. Alors, conseillez-vous le nom d'un film traitant la dénutrition à projeter pour patients, résidents, aidants, soignants? Euh, alors, en long métrage, j'en ai pas j'ai pas de long métrage qui me vient en tête. En revanche, il y a un film qui avait été réalisé il y a de ça quelques années qui s'appelle L'Avion et qui met en scène justement euh, euh, une personne qui donne à manger à un de ses parents, il me semble que c'est ça, que vous pouvez retrouver sur le site YouTube du collectif. Je vais vous l'envoyer de suite. Et puis, il y C'est a une vidéo le dessin animé de Paul, hein. et la vidéo de Paul, tout à fait. Ouais. Et puis, on est en train d'en créer un autre dont on est en train d'écrire le, le synopsis. Donc, il devrait avoir pour la nouvelle semaine nationale de la nutrition un nouveau aussi petit film pour expliquer aux gens que quand on n'a pas faim, il y a des solutions pour quand même continuer à s'alimenter raisonnablement. Alors, il y a une histoire de profil. On a que, je suis étonné qu'on ait que simplement trois profils, la médecin, infirmière, directrice. Il doit en avoir plus que ça, Alors, non? alors, sur la plateforme, alors si vous parlez des profils qui sont existants sur la plateforme, on en a beaucoup plus que ça. Euh, on a, euh, on a des diététiciens, on a des médecins coordonnateurs, on a des chefs de projet, etc. Enfin, on en a beaucoup plus que ça. Euh, je ne sais pas si vous parliez exactement de ça, mais la liste est beaucoup plus longue.
Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions, hein. On a commencé à l'heure, on va finir à l'heure. Alors, pour télécharger les flyers, doit-on aller sur le site de lutte contre la dénutrition? Merci de votre retour. Alors, vous pouvez les télécharger par deux canaux. Soit vous allez sur l'Académie nationale, sur l'Académie de lutte contre la dénutrition, vous choisissez flyer et vous allez avoir la liste des flyers que vous pouvez télécharger. Ou vous pouvez aller sur le lien des ressources publiques que je vous ai donné. C'est un lien Google et vous pouvez également les télécharger à partir d'ici. Et vous pouvez les télécharger avec ou sans trait de coupe si vous souhaitez les imprimer. L'idée de la page ressources publiques, c'est vraiment qu'elle puisse centraliser toutes les ressources de sensibilisation qui ont été produites par le collectif. Et l'académie, c'est encore plus large puisqu'il y a aussi beaucoup d'autres éléments, des podcasts, des rapports, etc. Eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive à la fin des questions. Mm. Donc, il est 14 heures. Merci beaucoup. Vous étiez très nombreux aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour votre présence et merci d'être restés jusqu'au bout. Et puis, on espère vous revoir pendant la semaine de la dénutrition. Et je remercie aussi l'ARS Occitanie pour leur aide dans l'organisation de ce webinaire et pour la diffusion également auprès de vos réseaux. Mais merci à vous tous, hein, merci à professeur Fontaine, merci à vous, monsieur, et merci à tous pour les actions que nous allons mettre en œuvre pour cette nouvelle édition de cette semaine. Bon après-midi. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir à Au revoir. tous. Au revoir.